On est tellement habitué à voir Israël. Remarquez, j'ai compris. C'était la réunion. Non, Je disais donc qu'on est tellement habitué à voir Israël. Pierrot, il faut remettre ton micro. Je viens de couper tous les micros. Ok. Voilà. On est donc tellement habitué à voir Israël vilipendé dans les enceintes onusiennes. N'a-t-on pas vu récemment de grands pays amis voter un texte déniant toute judaïcité sur le mont du Temple? On est, dis-je, tellement accoutumé à voir Israël vilipendé dans les instances mondiales qu'on n'a pas donné à un texte voté le 20 janvier dernier l'importance qu'il doit avoir. Je veux parler de la résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU qui rejette et condamne sans réserve toute négation de l'historicité de la Shoah, totale ou partielle. Certes, cette résolution n'est pas contraignante, mais il convient de souligner que si elle a été initiée par Israël, elle a été mise au point par l'Allemagne et coparrainée par 114 pays sur les 193 membres de l'ONU, seul l'Iran affirmant s'en dissocier. Ce texte n'est pas rien et il est dans le droit fil de la résolution de l'ONU du 1er novembre 2005 intitulée « Mémoire de l'Holocauste », au terme de laquelle l'Assemblée générale a décidé que les Nations unies célébreraient chaque année, le 27 janvier, la libération par les troupes soviétiques du camp d'Auschwitz et proclamerait tous les 27 janvier la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il n'est pas inopportun de relever que le texte de l'ONU avait été précédé par l'institution en octobre 2002 de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste à l'initiative des ministres de l'Éducation nationale du Conseil de l'Europe. Nos trois associations amies se sont unies avec quelques heures d'avance pour commémorer cette journée internationale de la mémoire. La loge francophone Robert Gamzon du Bnei Brit d'Israël, Alumim, association des enfants cachés en France pendant la Shoah, les fils et filles des déportés juifs de France. Nous avons choisi comme thème les convois de la France, destin de communauté. Shlomo Balsam, président d'Alumim, évoquera les convois en général. Puis Jacqueline Rodibaud, présidente de la loge Robert Gamzon, parlera du convoi numéro 1. Valérie Spira, représentante en Israël des fils et filles des déportés juifs de France, évoquera le convoi numéro 51. David Sherman, cinéaste de grand talent, évoquera l'épopée de sa grand-mère, aujourd'hui centenaire, rescapée d'Auschwitz. Mais auparavant, Monsieur l'ambassadeur de France, Éric Danon, nous fait l'honneur et la joie d'être avec nous, malheureusement pas physiquement, mais par le miracle de la technique. Merci de votre présence, Monsieur l'ambassadeur. Nous savons tout l'intérêt que vous portez à la vitalité des associations francophones en Israël. Nous savons aussi tout ce qui vous rattache à l'histoire juive en général, à la Shoah en particulier. C'est pourquoi je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci pour vos mots et bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous salue tous, bien sûr, les représentants de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France,
les représentants d'Alumim, du Bnei Brit, et bien sûr aussi les représentants des associations francophones d'Israël, chère Valérie Spira, nous nous voyons souvent, et chers compatriotes. Moi, à chaque fois, je dois dire, je suis très ému d'être parmi vous pour honorer la mémoire des victimes et survivants de l'Holocauste, et parmi eux les 76 000 déportés juifs de France qui sont ici présents à travers vous. Il y a effectivement 77 ans, presque jour pour jour, un détachement de 15 hommes du 507e régiment de fusiliers de l'armée rouge poussait les portes du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Et les images sont claires, ils sont muets devant l'innommable. Et l'humanité découvre alors, sidérée, un infime nouveau fragment de sa propre folie. Et l'émotion qui nous étreint tous, aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, ne perd rien de sa force, parce que c'est l'émotion collective face à la barbarie qui change définitivement le cours de l'histoire. C'est aussi une émotion, je dirais, à hauteur d'homme, face à des familles anéanties, des destins évanouis, des vies à jamais marquées au fer sanglant de l'histoire. Moi, bien sûr, je peux que mesurer la force de ce sentiment chaque fois que je me rends au mémorial d'Euroglitz à la lecture des 19 noms d'Annons qui se succèdent sur le mur des déportés et au souvenir de certains de mes aïeux nés à Constantinople, à Andrinople, à Alexandrie, qui ont tellement souffert, comme tant d'autres, de la barbarie nazie et de la complicité de Vichy. Et j'ajouterai de celle des Italiens aussi. Donc, permettez-moi de faire résonner entre ces murs les mots que vous connaissez bien d'Elie Wiesel, oublier les morts serait les tuer une deuxième fois. Et ajoutait-il, si les tueurs et leurs complices exceptés, nul n'est responsable de leur première mort, nous le sommes de la seconde. Et c'est bien contre ce funeste oubli que nous voici à nouveau réunis, déterminés à perpétuer le combat de ceux qui décidèrent de faire entendre aux vivants le message des morts, de conjurer la honte, de terrasser le déni. Et Dieu sait comme c'est d'actualité aujourd'hui en France. Ce devoir inlassable est vital, d'abord parce que les témoins directs de cette mémoire sont de moins en moins nombreux. Et il nous faut bien sûr rendre aujourd'hui hommage à Raphaël Etraille, résistant, survivant de la Shoah et président de l'Union des déportés d'Auschwitz, disparu samedi dernier. Et à Raphaël, que j'avais connu, et à tous ceux qui, comme lui, consacrèrent leur vie aux grands souvenirs, nous témoignons bien sûr toute notre reconnaissance. Mais ce devoir de mémoire est d'autant plus essentiel que l'année écoulée est venue réaffirmer à nouveau à quel point les événements extérieurs, la marche du monde, pouvaient rompre les certitudes et bousculer l'ordre des choses. En plus, la crise sanitaire, qui continue de déferler sur la planète, eh bien, la crise entrave considérablement le travail de mémoire. Nous en parlions juste avant. Dans bien des endroits, les commémorations prévues ont à nouveau dû être annulées, reportées, dématérialisées. Les activités scolaires et plus encore périscolaires dédiées à la mémoire de la Shoah pâtissent également de cette situation. Et il faut toutefois, bien sûr, saluer le volontarisme et parfois l'esprit d'inventivité des mémoriaux, des fondations, des acteurs associatifs qui ont démultiplié leurs efforts pour maintenir leurs activités. Et vous en êtes toutes et tous des incarnations. Et puis, c'est également à travers ces efforts que le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprimera ce jeudi lors d'une cérémonie de commémoration diffusée publiquement en ligne
et organisé avec le concours du CRIF, du Congrès juif européen, du Mémorial de la Shoah et du Mémorial Yad Vashem. Chers amis, nous savons la capacité d'oubli de l'homme et de nos sociétés, et qui aujourd'hui ne voit, je dirais, l'insupportable regain de l'antisémitisme dans notre pays, en Europe et dans le monde, qui ne voit ce mal souterrain progresser sous son visage de toujours ou sous les masques nouveaux de la haine islamiste et de l'antisionisme. Simone Veil savait nous rappeler que malheureusement le pire est toujours possible et que dès lors notre responsabilité est de tout faire pour éviter la résurgence de ce poison de l'antisémitisme. Le président de la République le rappelait ici même en Israël il y a 2 ans, le plus jamais que nous dicte la Shoah est, a-t-il dit, un impératif catégorique. Et c'est parce que la France se souvient des horreurs du passé et même de sa propre irréparable responsabilité qu'elle combat et continuera de combattre avec une extrême fermeté toute résurgence de l'antisémitisme. Car au-delà du devoir de mémoire, l'État a un devoir d'action et doit faire porter son effort partout où il le peut. De ce point de vue-là, nos autorités, vous savez, elles sont plus que jamais mobilisées pour s'opposer, chaque fois que nécessaire, aux tentatives de réécrire ou d'occulter l'histoire et pour traduire devant la justice les personnes coupables de violences antisémites. Et je pense notamment au vide juridique dramatiquement constaté lors du meurtre de Sarah Halimi, que le gouvernement et le Parlement ont comblé grâce à la nouvelle loi sur la responsabilité pénale. Celle-ci a été adoptée par les 2 chambres. Elle vient de ressortir intacte du Conseil constitutionnel. Elle sera donc promulguée par le président dans les jours qui viennent. Et puis, il y a le travail mené dans les écoles, qui fait également partie de ses priorités. Protéger les victimes d'actes antisémites dans les établissements scolaires, accompagner les équipes enseignantes, renforcer les programmes de sensibilisation, éducation et formation, autant de mesures destinées à montrer que jamais la France n'acceptera que les lieux d'éducation soient prisonniers d'un tel discours de haine. Les initiatives prises aussi par la France et ses partenaires pour mieux réguler l'univers numérique, comme on dit, elles ont également été poursuivies et renforcées. Donc vous avez de nouvelles législations élaborées dans un cadre européen qui permettent d'imposer aux géants du numérique un retrait plus rapide des contenus haineux. Et les moyens matériels et humains consacrés aux investigations et à la répression des discours de haine ont également été augmentés. Et comme vous le savez tous, ce poison de l'antisémitisme ne connaît pas de frontières. Et face à ce défi, comme à bien d'autres, notre réponse doit aussi, pas seulement, mais aussi être européenne. C'est ainsi que l'Union européenne vient de publier sa toute première stratégie de lutte contre l'antisémitisme et de soutien à la vie juive sur le vieux continent, qui a été largement inspirée du plan d'action français. Et parmi les nombreuses mesures annoncées, je retiens tout particulièrement la création d'un pôle de recherche européen sur l'antisémitisme contemporain et la mise sur pied d'un réseau des mémoriels liés à la Shoah, projet dans lesquels sans doute nombre d'entre vous sauront trouver toute leur place. Et il nous faut aujourd'hui, tous ensemble, évidemment, inspirer la jeunesse pour qu'elle trouve à son tour le courage de dire « Nous avons compris, plus jamais ça ». De ce point de vue-là, j'avais hier à la résidence Betty Eppel qui a raconter à nouveau son témoignage bouleversant et à la fois optimiste d'enfants cachés
devant de nombreux ambassadeurs qui eux-mêmes vont relayer cela, y compris au niveau scolaire, et je crois que c'est tout à fait important. Voilà, un mot avant de vous quitter. D'une part, si vous voulez, à un moment ou à un autre des interventions, que nous débattions d'un certain nombre d'éléments d'actualité, je suis évidemment à votre disposition. J'ai toujours préféré le débat aux conférences. Et puis, Betty est là, en ligne, mais ça alors, extraordinaire. Merci, vous avez votre micro coupé, mais très bien. C'est un plaisir de vous avoir là aussi. Et puis, un mot aussi sur, je dirais, un petit élément de conscience citoyenne, mais là, pardon, ce n'est pas un placement de produit, mais je rappelle à tout le monde, et je vous demande de diffuser l'information, qu'il faut s'inscrire pour voter aux élections présidentielles et législatives avant le 4 mars. Voilà, et que c'est très facile, que ça se fait en ligne et que je ne demande pas que les gens votent, car ça, ce serait un acte politique et je respecte aussi l'abstention. Mais je pense qu'il est important qu'il y ait un maximum de personnes qui s'inscrivent sur les listes électorales, encore une fois, dans cette période très troublée où autour des élections en France, me semble-t-il, se jouent beaucoup de choses sur la question de l'antisémitisme et de l'identité. Merci à tous. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous m'entendez, monsieur l'ambassadeur? Absolument, merci à vous. Ça y est, oui, ça y est. Voilà. Je suis ravi de vous connaître. Je suis le commandant Dov Ganem, président de l'Association des services d'incendie et de secours aériens d'Israël. Et franchement, je vous remercie en mon nom et au nom de tous ces charmantes personnes. C'est la première fois que je me branche sur leur Zoom et je suis absolument ravi d'avoir connu l'ambassadeur qui s'occupe justement de ce sujet très triste et très cher à notre cœur qui est l'Holocauste et l'assassinat de 6 millions de Juifs. Merci Dov de votre intervention, mais je voudrais vous dire que nous avons un programme à respecter et merci beaucoup de votre intervention. Et je voulais dire à monsieur l'ambassadeur que j'ai voté déjà vendredi dernier et le vendredi d'avant, dans la simulation qui nous a été proposée par le ministère. Cela dit, je donne maintenant la parole à Shlomo Balsam pour son intervention. Shlomo, à toi. Je vais faire monter les images. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Oui. OK. Alors, nous avons parlé des convois en France. Je voudrais donner une image générale des convois qui sont partis de France vers les camps de la mort. Et j'ai marqué sur le titre « Les convois de France, nous partons la tête haute ». Nous partons la tête haute est une inscription qui a été trouvée à Drancy sur un des murs, et je vous dirai après qui l'a écrit. C'était gravé sur un des murs d'une des salles de Drancy, nous partons la tête haute. Malheureusement, bien sûr, c'est un symbole, et on va voir que la déportation des Juifs de France n'a pas été la tête haute, mais l'inscription qui est à Drancy est « Nous partons la tête haute ». Alors, j'ai appelé ma conférence également les communautés de destin. Très curieusement, bien, il y a quelques dizaines d'années, des familles, des gens qui ont été déportés ont créé des associations par convoi en disant que si nos familles ont formé une dernière communauté avant d'aller à la mort, nous sommes obligés de continuer à créer une communauté de destin. Et beaucoup de sociétés se sont organisées
pour créer des associations suivant des convois. Alors, je montre ici le convoi numéro 6, avec l'inscription sur le livre qui leur est consacré en surnombre dans l'économie nationale. Une des raisons pour lesquelles les Juifs ont été arrêtés, c'est parce qu'ils étaient en surnombre dans l'économie nationale. Il faut noter une raison d'arrestation. Le convoi 77, qui est dirigé par Georges Meyer, qui est très, très actif dans le monde et surtout en Europe pour la perpétuation de la mémoire de la Shoah. Le convoi 73, on voit ici une pièce en or au milieu, et ces convois-là se sont organisés, on appelle ça les communautés de destin. Oui, des gens qui ont été ensemble dans ces trains-là jusqu'à leur assassinat forment une communauté que nous devons conserver, et ça nous rapproche, ça crée des nouvelles familles, et vous le verrez ensuite avec Valérie Spira et Jacqueline Ribibeau. En France, nous avons, grâce au travail de Serge et Beate Klarsfeld, tous les noms de chaque convoi et quasiment toutes les histoires assez précises de qu'est-ce qui est arrivé à chaque convoi. On a des listes extraordinaires, nom par nom, qu'est-ce qui est arrivé. Je tiens à dire d'ailleurs, puisque monsieur l'ambassadeur vous a parlé qu'il est important de faire quelque chose peut-être sur les Juifs d'Afrique du Nord, que 10% des Juifs des Juifs de France qui ont été déportés, entre 10 et 11%, venaient d'Afrique du Nord. Et on voit ici effectivement une des listes où il y a beaucoup de gens, Maroc, Algérie, Tunisie, qui vivaient en France, qui venaient d'Afrique du Nord, qui ont été également déportés. Et là, il y a à Sobibor, au camp de la mort de Sobibor, une plaque au nom de la famille Ben Zaken qui a été assassinée à Sobibor. Il y a eu 77 convois de France. 2 sont envoyés vers Sobibor, 2 vers Majdanek, 1 vers Kovno, au fort numéro 9, 72 vers Auschwitz. 45 trains de mars 42 à décembre 42, c'est-à-dire qu'en année 42, quasiment la grande majorité des Juifs de France vont être déportés, 17 trains en 43 et 15 trains en 44. Et ça, c'est l'image générale de tous les convois partis de France. Quelqu'un a même trouvé pourquoi ils ont été envoyés à Sobibor, Majdanek ou Kovno. Il y a une note de service des trains allemands en raison du surnombre des convois vers Auschwitz, il y a un peu trop, on est obligé de détourner certains trains vers d'autres destinations parce que la voie est trop pleine. Il y a des embouteillages. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, 5 trains ont été déportés ailleurs qu'Auschwitz. Mais la majorité des trains de France ont été déportés vers Auschwitz. La gare principale dans laquelle la majorité, pas tous, mais la majorité des convois ont été déportés de France, c'est la gare de Bobigny à Paris, pas loin de Drancy, pas loin de Paris et de Drancy. C'est de cette gare-là que sont partis la majorité des trains. Et je tiens à dire qu'aujourd'hui, il y a un musée extraordinaire qui a été fait là-bas. La gare ne travaille pas en tant que gare ferroviaire. C'est un musée en mémoire des Juifs déportés. Et c'est là-bas que j'ai commencé ma carrière. Je voulais savoir qu'est-ce qui était arrivé à ma famille. On m'a dit, j'ai trouvé qu'ils sont partis de Bobigny. Les trains sont partis, une trentaine de personnes de ma famille. Donc, j'ai commencé à marcher sur les rails vers la Pologne, en disant je vais marcher sur chaque endroit où eux-mêmes ils ont marché. Et bien sûr, je ne vais pas pouvoir aller à pied jusqu'en Pologne. Donc, je suis parti ensuite en Pologne vérifier. Je voulais savoir où sont partis tous ces trains-là. Ça, c'est la gare de Bobigny, d'où sont partis la majorité des trains de France. Un point important que je voulais dire, il y a 4 îles anglo-normandes qui ont été prises par les nazis.
c'est le seul territoire britannique qui a été occupé par les nazis, Jersey, Guernesey, Shark et Alderney. Il y avait là-bas 16 juifs. Ils les ont arrêtés. Un s'est suicidé, un est mort pendant l'arrestation d'une crise cardiaque et 14 autres qui ne sont pas morts sur place ont été déportés. Même, on a été chercher dans 4 îles toutes petites où il y avait très peu de juifs. On a été les chercher, ce qui montre la volonté nazie de chercher chaque juif où il est. Bien sûr, ils n'ont pas déporté tous les juifs de France, ça on le sait. 25% ont été déportés à peu près. La grande majorité ont été sauvés. Mais Vichy et les nazis cherchaient des juifs. Donc, c'est important de parler de ces 4 petites îles. Même là-bas, on a été chercher. Dans le territoire britannique, on a déporté des juifs. C'est le seul territoire britannique d'où lequel les juifs ont été déportés. Il y a des convois extrêmement curieux, le convoi 25, mais il y en a encore 5 convois où la majorité des gens qui sont dans le convoi sont des enfants. Alors là, on voit ma tante Sarah et mes 3 cousins, que beaucoup d'entre vous connaissent bien cette photo. C'est une photo prise au Jardin du Luxembourg en 1942, avant les grandes arrestations. Et ils ont arrêté les familles avec les enfants. Seulement, l'ordre était au début de ne pas déporter les enfants. Les Allemands ne voulaient pas les enfants. C'est Le Gay, copain de Bousquet, et Laval qui ont demandé « prenez aussi les enfants ». Mais ils ont d'abord déporté les parents. Les premiers trains de déportation de France, c'est que des hommes, une dizaine de trains. Et ensuite, on commence à déporter également des femmes. Et on attend encore un peu pour déporter les enfants. Et c'est les Français qui disent, les collaborateurs qui disent « prenez les enfants ». Alors, il y a des trains où il n'y a quasiment que des enfants. Seulement, il y avait un ordre de la SNCF comme quoi on ne peut pas mettre dans les trains des enfants non accompagnés de moins de 14 ans. Donc, on amène tous ces enfants des camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, où la majorité était après le Veldiv, et on les ramène à Drancy pour les mélanger à des adultes pour qu'ils ne soient pas seuls dans les trains. Mais il y a à peu près 80 enfants et 10 adultes dans chaque wagon, ou 80 enfants et 20 adultes. C'est l'horreur absolue. Ces 3 enfants-là qu'on voit ici, mes cousins, le petit Shlomo qui est assis sur les genoux de sa mère et dont je porte le nom, Hana et Chaya, qui ont 8 ans et 6 ans, vont être déportés dans le convoi 25. Leur mère va être déportée dans le convoi 14, où il n'y a quasiment que des femmes déportées de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, des mères séparées de leurs enfants d'une façon horrible. Dans le même train 25, il y a ma tante Florette qui a 3 ans, la petite sœur de ma maman, qui a été déportée seule, entièrement seule. Je ne sais pas si elle était dans le même wagon que ses cousins, je crois que non, parce qu'on a également la liste des wagons. Et elle a été déportée à l'âge de 3 ans toute seule. Donc, il y a des convois de France où il y a quasiment à 80% que des petits-enfants entre 0 et 14 ans. Et je ne décris pas qu'est-ce qui a pu se passer dans ces wagons-là pendant les 3 ou 4 jours de voyage, entre guillemets, vers le camp de Auschwitz. Tous ces enfants vont être assassinés à Auschwitz. Simone Veil, dont on a parlé tout à l'heure, va être déportée par le convoi 71, c'est-à-dire très très tard, début 44, fin 43. Pourquoi? Parce que c'est les Juifs qui ont été arrêtés à Nice. Simone Jacob, par Veil, toute sa famille vit à Nice. Nice est dans la région italienne. Elle n'est pas encore prise par les Allemands. Ce n'est qu'après novembre 1942, quand les Allemands envahissent la zone soi-disant libre où régit Pétain, on commence à déporter d'une façon très très rapide les gens de la région italienne.
où était Nice. Et Simone Veil a été déportée à Auschwitz donc par le convoi 71. Elle a survécu. Ils ont été envoyés à la sélection au camp de Bobrek, qui est un camp de travail à une usine à peu près 7 km qui appartenait à Siemens et à IG Farben. Et ça lui a permis de travailler dans une métallurgie et de survivre. Elle et sa sœur Milou vont survivre. Leur mère va malheureusement décéder. Ils vont être déportés ensuite vers Ravensbrück en Allemagne et la maman de Simone Jacob, plus tard Veil, va mourir de maladie, de typhus à Ravensbrück. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui arrive au papa de Simone Veil et à son frère Jean. André Jacob et son fils Jean vont être déportés dans un convoi spécial, c'est le fameux convoi 73, qui n'est pas du tout déporté vers Auschwitz, qui est déporté vers Kovno, Kaunas, en Lituanie, et le fort numéro 9. Ils vont être assassinés là-bas par balle. Et dans une des salles du musée qu'il y a aujourd'hui à Kovno, il y a marqué, il y a gravé nous sommes 900 Français. Nous sommes 900 Français et parmi eux, donc, Jean, le frère de Simone, et le papa de Simone Veil, André Jacob. Un destin extrêmement curieux, un des trains, un des convois qui a eu un sort différent des autres. Et eux, ils ont été assassinés par balle en Lituanie, à côté du ghetto de Kovno. Là-bas ont été assassinés à peu près 50 000 à 60 000 juifs par balle dans des fosses à côté du fort numéro 9. On voit ici, près de Kovno, c'est un fort très joli, construit sur le style Vauban, comme beaucoup d'endroits en France. C'est un fort qui était construit au XVIIIe siècle, fin du XVIIe, et il y a plusieurs forts comme ça en Pologne, et ces forts-là ont été des endroits de mort par balle. Donc le fort numéro 9 où était déporté le convoi 73. Dans le convoi 63, je crois que je vous ai montré une fois l'image d'un mariage à Paris de deux personnes, Bernard Zilberman, héros de 1939, héros de la guerre de 39, il a reçu la Croix de guerre, la plus haute médaille française. Il épouse en 1942 une jolie jeune fille qui s'appelle Fortunée Béhar, dont la maman Amar vient du Maroc et le papa Béhar vient d'Égypte. Et ils vont être arrêtés en début 1943. Ils ne vont pas être déportés. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. On ne déporte pas de France les femmes enceintes, ça fait trop de problèmes. Donc, on attend qu'elle accouche d'une petite fille, Claudine, et on les déporte tous les trois en fin 1943 par le convoi numéro 63. Leur fille va naître à Drancy, en fait à l'hôpital Rothschild, qui est une annexe de Drancy, et va retarder leur déportation de 6 mois. Et pourquoi lui, ils ne l'ont pas déporté au début? Il n'est pas enceinte, Bernard. Ah oui, mais il était héros de la guerre de 1939, du début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on lui a fait une faveur. Il va être déporté avec sa femme et sa fille. Et dans des documents allemands, j'ai découvert la famille réunie ici sur une même feuille, ce que j'appelle des vies de papier. Et c'est le convoi 63. Dans le convoi 72, c'est une histoire assez curieuse. Dans le convoi 72, il y a surtout des juifs polonais qu'on a amenés du ghetto de Varsovie au camp de Vittel. Le camp de Vittel en France était un camp qui servait pour échanger des gens qui ont des passeports de pays non en guerre, comme des pays d'Amérique du Sud ou même des Anglais ou des Américains, pour les échanger avec des prisonniers allemands. Il y avait le même camp en Allemagne, c'est des camps d'échange. Alors, comment ces Juifs sont arrivés du ghetto de Varsovie là?
eh bien, à Varsovie, beaucoup d'organisations juives ont essayé de faire rentrer dans le ghetto des visas sud-américains qu'ils avaient obtenus de différents consuls en Suisse, également en Pologne, qui ont aidé à donner des visas américains. Certains étaient entièrement faux, d'autres étaient réels, et on a distribué ces visas-là à des juifs du ghetto de Varsovie. Et les Allemands ont mis tous ces gens-là qui avaient un passeport étranger ou d'un visa étranger ou un accord écrit qu'ils avaient le droit de rentrer au Paraguay, en Uruguay ou ailleurs, on les a mis dans une prison au ghetto de Varsovie. Ils ont été envoyés en France au camp de Vittel. Seulement, ces juifs-là, à part une cinquantaine, ont été vraiment échangés avec des soldats allemands prisonniers, notamment en Palestine britannique. Tous ces juifs, finalement, ont été déportés. Parmi eux, il y a un des plus grands écrivains et poètes juifs que l'on connaît jusqu'aujourd'hui, du ghetto de Varsovie, Yitzhak Katzenelson. Et dans le camp de Vittel, il a écrit un livre, il a écrit un poème qui s'appelle Le chant du peuple juif assassiné, on voit ici, et il a été déporté par le convoi 72, dans lequel étaient également beaucoup de juifs polonais qui avaient réussi à avoir un passeport sud-américain ou un visa, qui ont été emmenés à Vittel. Donc également une histoire curieuse, un convoi on peut étudier de plus en plus aujourd'hui qui était dans ce convoi. Et pour commencer à terminer, Léo Kohn. Alors Léo Kohn, membre de la résistance française, un des grands chefs des éclaireurs israélites de France, était un grand chanteur qui a fait, même pendant la Shoah, des séminaires où il apprenait des chants hébraïques et aux EI qui faisaient des séminaires interdits, bien sûr, mais qu'on essayait. Il y avait une résistance spirituelle très, très grande. On partira la tête haute et c'est lui, effectivement, dont on dit il y a beaucoup de témoignages qui disent que c'est lui qui a Drancy, a écrit sur le mur « Nous partons la tête haute ». Et lui, il est parti avec le dernier convoi de France, le convoi 77, qui est parti le 31 juillet 44. Mais une minute. Le 31 juillet 44, c'est bien après le débarquement en Normandie, qui était en juin. C'est à peu près presque 2 mois après l'arrivée des troupes alliées en Normandie. Eh bien, il n'y a pas assez de trains pour l'armée allemande, mais il y a toujours des trains pour déporter les Juifs. Et Léo Kohn et bien d'autres vont être déportés de leur convoi 77. Et il y a une association dont j'ai parlé au début sur ce fameux convoi 77, le dernier convoi de France. Mais ce n'est pas tout. Pour terminer, je voudrais parler du dernier wagon. Il y a eu un dernier wagon. C'est quoi ce dernier wagon? Eh bien, Alois Brunner, un des chefs de la SS au camp de Drancy, tout le monde s'enfuit et il y a un train de l'armée allemande qui part vers l'ouest, qui s'en va du front et ils ne peuvent pas rester, ils doivent s'enfuir. Et Alois Brunner donne l'ordre d'enlever un wagon de soldats allemands qui doivent s'enfuir pour mettre encore 52 juifs. Beaucoup de derniers qui étaient encore à Drancy. Parmi les 52 juifs qui ont été déportés dans le dernier wagon, le 17 août 1944, en août 1944, où Paris va être quasiment presque entièrement libéré, on en voit encore avec l'armée allemande qui s'enfuit vers... alors on met un wagon avec 52 juifs. Dans ce wagon-là, il y avait un homme extrêmement spécial qui s'appelle Marcel Bloch,
qui va survivre. Ils vont être déportés à Buchenwald, mais ils ne vont pas être massacrés. Ils vont réussir à survivre. Et ils avaient besoin de gens pour travailler. Et Marcel Bloch s'appelle plus tard Marcel Bloch Dassault, et c'est lui qui va inventer le Mirage, le fameux Mirage, l'avion français qui va nous causer la guerre des 6 jours, qui va presque nous sauver, la situation de la guerre de 6 jours. Donc Marcel Bloch était dans ce qu'on appelle le dernier wagon envoyé à Auschwitz. Voilà, je voulais donner une image générale. On peut parler bien sûr des heures de chaque convoi, lire tous les noms, voir encore des histoires. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur des wagons? On a des témoignages terribles de certains survivants. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le voyage? Et voilà, à peu près 77 000 Juifs de France ont été déportés et assassinés dans les camps de la mort dont j'ai parlé. 2 trains à Majdanek, 2 trains à Sobibor, 1 à Kovno et la grande majorité à Auschwitz. Voilà ce que je voulais présenter, une image globale des trains de France. Merci de m'avoir entendu. Merci beaucoup, Shlomo, de ton exposé plein de cœur, plein de tact, et tu nous as fait ressentir tous tes sentiments, et vraiment, merci de tout cœur. Je donne maintenant la parole à Jacqueline Robibaud, présidente de la loge Robert Gamzon, qui évoquera le convoi numéro 1. À toi, Jacqueline. Bonjour à vous tous. Les convois de la France, destin de communauté. Les Juifs d'Europe de la déportation à la destruction, titrait Le Figaro dans son édito du 5 janvier 2022. Ces 3 convois seront évoqués, le convoi numéro 1, le convoi 51 et le convoi 55. Ces choix ont été faits pour des raisons personnelles et affectives. J'évoquerai donc le convoi numéro 1. Serge Karsfeld, président des fils et des filles de déportés juifs de France, et Shlomo Balsam, président d'Alunim, ont fait un excellent travail de recherche, travail qui est honoré chaque année le jour de Yom HaShoah à Roby. Je voudrais insister sur le fait que pour que nos participants aient plus d'empathie avec nos témoignages, ce sont des témoignages personnels et vous pouvez voir nos ressentis, écouter nos ressentis. Ce convoi numéro 1 revêt une importance particulière. 3 enfants cachés, 3 amis devenus très proches en découvrant il y a quelques années que leur père était parti à la mort par ce même convoi à la même date. Suzanne Jama, membre de la loge Robert Gamzon, dont le père, Aaron Lévy, 40 ans, français, a été arrêté par la police à Paris, envoyé à Drancy et déporté vers le camp d'extermination d'Auschwitz le 27 mars 1942. Vous voyez donc la photo de Aaron Lévy, le papa de Suzanne Jama, notre sœur et amie. Céline Spira et René Lebraha, membres de la loge Robert, 29 ans, français, arrêté à Paris, à son domicile, le 12 décembre 1941, envoyé à Compiègne, déporté par le convoi numéro 1 au camp d'Auschwitz, matricule 28 286. Il mourra suite à une épidémie de typhus 20 jours après son arrivée à Auschwitz. Jacqueline Chauchat-Rebibaud, membre de la loge Robert Gamzon, dont le père
vous voyez la photo, Hillel Shohat, 39 ans, lituanien, arrêté le 20 août 1941, place de la République à Paris, envoyé à Drancy dans les bus de la RATP et déporté vers le camp d'Auschwitz le 27 mars 1942, matricule 27 861. Il mourra le 15 juin 1942, emporté par le typhus, 3 mois après son arrivée au camp. Le 12 décembre 1941, les notables juifs de France étaient raflés dans l'indifférence générale par la police allemande, assistée par la police française. 743 juifs personnalités internées dans le camp allemand de Royal-Lieu à Compiègne, parmi lesquels René Blum, le frère de Léon Blum, Pierre Massé, sénateur et ancien ministre, Jean-Jacques Bernard, le fils de Tristan Bernard. Certains sont morts de froid et le 27 mars 1941, la plupart des 743 notables juifs français ont été déportés par le premier convoi parti de Compiègne avec les prisonniers, entre guillemets, venus les rejoindre de Drancy, dont mon père, afin de compléter la liste demandée par les Allemands. Cette année 1941 est une année charnière dans la politique de la solution finale. On passe de la politique des otages à la déportation d'un génocide. Chaque nom a un visage. Telle est la phrase écrite à Yad Vashem qui a constitué des dossiers avec les fiches de renseignement que chaque visiteur juif doit remplir. Qui sauve un homme sauve l'humanité. Phrase écrite sur la médaille du juste, remise à celles et ceux qui ont sauvé des enfants juifs et des familles juives en les cachant au péril de leur vie avec humilité et simplicité. Je veux rendre encore, aujourd'hui et toujours, hommage à Louise Osterberger, résistante française, originaire de Strasbourg, catholique, qui m'a sauvée en cachant une petite fille juive de 3 ans et demi, début de l'année 1942 jusqu'en août 1945. C'était à Laigne, petit village à côté de Dijon, Côte d'Or, zone nord occupée par les Allemands. Je faisais partie de cette famille de 9 enfants dont j'étais devenue la 10e. Pierre Osterberger, le seul membre encore vivant de la famille Osterberger, de 4 ans mon aîné, vit avec sa famille à Chamonix. Je suis continuellement en relation avec lui. Il est mon grand frère de guerre. Frieda Chauchat, devenue Fernande Chauchat, est venue reprendre sa petite fille, Jacqueline Chaudon, fin août 1945. Sur les 1112 hommes déportés qui composaient ce convoi numéro 1, 22 sont rentrés, 2 sont décédés récemment. Merci à Shlomo Balsam des documents qu'il m'a procurés. En janvier 2003, un voyage a été organisé par le mémorial de martyrs juifs inconnus. Céline et Valérie Spira avaient alors réussi à me convaincre de m'inscrire à ce voyage pour aller nous recueillir sur les cendres de nos pères et grands-pères à Auschwitz-Birkenau. Le 11 janvier 2004, nous avons pris l'avion de Roissy à Cracovie. À notre retour, dans nos confortables appartements parisiens, bien au chaud, il fallait que je mette de l'ordre dans le malaise et les différents sentiments qui m'assaillaient. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, mais j'ai écrit.
Permettez-moi, pour terminer mon témoignage, de vous lire ces quelques lignes écrites dans un état d'incompréhension et de questionnement. Merci de votre écoute. Voyage à Auschwitz, le 11 janvier 2004. Voyage organisé par le Mémorial du martyr juif inconnu à Paris. Je souligne que j'ai écrit ces quelques mots juste à notre retour. Ils sont pleins d'émotions, donc pardonnez-moi s'il y a des redites. Nous étions quelques 200 personnes, des jeunes de 2 lycées parisiens, des familles avec leurs grands-enfants, des adultes seuls, des adultes dont les parents, un ou plusieurs, ont été arrêtés par la police française, envoyés à Auschwitz, dans les wagons scellés de la SNCF, et gazés par les surhommes, les Hubenmenschen, les nazis. Nous sommes arrivés à Cracovie dans une ambiance bizarre, une certaine décontraction qui contrastait avec une angoisse refoulée. À peine avions-nous touché le sol polonais que cette angoisse refoulée a vite fait surface au moment même où nous avons passé le contrôle des passeports. Nous avons parcouru 70 kilomètres qui séparent Cracovie d'Auschwitz-Birkenau. Nous ne parlions pas. Nous contemplions le paysage de cette Silésie recouverte d'un manteau blanc, neige, soleil glacé, comme les yeux des Polonais, ciel bleu d'acier. Température, moins 10 degrés à l'extérieur. Glacial à l'extérieur, glacial à l'intérieur de nous-mêmes. Après une demi-heure de route, nous sommes arrivés à Auschwitz-Birkenau. Arbeit macht frei. Pendant 3 heures, nous avons marché. Pendant 3 heures, nous avons vu, nous avons écouté, muets, attentifs, absents. Notre guide polonais parlait, expliquait, répondait, s'arrêtait. Nous étions divisés en 3 groupes, chacun accompagné d'un témoin rescapé de ce camp de la mort et qui témoignait. Notre rescapé, notre témoin, Ida Greenspan, 76 ans, 14 ans au moment de sa déportation de Drancy à Auschwitz, où ses parents l'avaient précédée. Elle parlait, elle parlait, elle parlait. Elle a parlé de 10 heures du matin jusqu'à notre retour à Paris à 1 heure du matin. Son livre témoignage, J'ai pas pleuré, faisait suite à une longue période où elle n'a pas parlé. Nous avons vu, nous avons su, nous avons allumé notre bougie. Certains ont prié, d'autres ne pouvaient pas, ne pleuraient pas, ne priaient pas. Ils étaient là, présents, absents. Je n'ai pas prié, je n'ai pas pleuré et je n'ai pas parlé. On ne peut décrire ce que l'on ne ressent pas. On ne peut parler alors que l'on est sans voix. On ne peut prier alors que l'on sait que Dieu était alors en retrait. Alors, on ne peut que constater cette diabolique instrumentation de la destruction de notre peuple, de nos parents, de nos amis, de mon père. On ne peut qu'affirmer que nous sommes là, ici, sur les cendres de 6 millions de nôtres. Sur les cendres de mon père, Hillel Shohat, né en 1903 à Kovno, Lituanie. Arrêté le 21 août 1941 dans le 11e arrondissement, à la sortie du métro République. Première rafle des Juifs étrangers. La police française
l'a amené à Vinci, dans un bus de la RATP, sans petite valise. Sans petite valise, la SNCF l'a convoyé le 27 mars 1942 à Auschwitz, convoi numéro 1. J'ai marché sur ses cendres. J'ai allumé la bougie. J'ai pas pleuré, j'ai pas prié, j'ai pas parlé, mais je n'étais pas seule. Nous étions ensemble, Céline et Valérie Spira. Le papa de Céline, le grand-père maternel de Valérie, est lui aussi parti par ce même convoi numéro 1 le 27 mars 1942. Nous étions soudés par un même froid glacial, intérieurement, extérieurement. Nous avions les yeux secs. Les larmes, c'est le seul stock qui ne s'épuise pas, disait M. Albert dans son témoignage, Quoi de neuf sur la guerre? Ces larmes qui peuvent jaillir brutalement, elles ne préviennent pas, ni où, ni quand. Suis-je en paix avec moi-même? Je sais maintenant où se trouvent les cendres de mon père. Je l'ai senti, je l'ai aimé, il m'a manqué et il me manque. Ma carte d'embarquement CDG Auschwitz, destination Cracovie, portait le nom de Jacqueline Chauchat. 62 ans auparavant, Hillel Chauchat n'a jamais eu de carte d'embarquement. Il eut un numéro. C'était un sans-papier. Ne jamais oublier, ne jamais pardonner, continuellement transmettre. Je vous remercie. Merci Jacqueline de ce témoignage poignant. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas prié, tu n'as pas pleuré. C'était saisissant. Et ce qui était également saisissant, c'est que ton destin a été celui également de Céline, a été également celui de Suzanne Jama. Vous êtes trois amis que nous aimons, que nous avons aimés. Malheureusement, Céline, nous ne pouvons l'aimer que par le souvenir. Et tu nous as fait part de tes sentiments après t'être rendu à Auschwitz, ce qui évidemment était extrêmement difficile pour toi. Alors maintenant, j'aimerais que Valérie Spira nous parle de ce qu'elle sait d'un autre convoi, le convoi 51. À toi, Valérie. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier beaucoup Jacqueline et excusez-moi de l'émotion d'avoir vu les photos de ma mère, ma maman. Et je voulais juste, avant de vous parler du convoi 51, la communauté de destin, c'était aussi Jacqueline et ma maman. Et je sais combien de fois maman m'a dit, tu penses, t'imagines, est-ce que le papa de Jacqueline et mon papa, ils ont parlé de nous? Elles étaient deux petites filles, elles avaient 1 an, 2 ans, 3 ans. Et moi, je suis sûre, pour que cette force qu'il y avait entre Jacqueline et maman, eh bien, je suis sûre que leur papa était pour beaucoup et qu'ils étaient ensemble. Et c'est ça aussi une communauté de destin. Moi, je vais vous parler excusez-moi de mon émotion. En France, il y a eu à peu près environ 77 convois qui, pour la plupart, sont au départ de Drancy vers Auschwitz. Mais parmi tous ces convois, comme nous l'a expliqué Shlomo Balsam, certains ont eu une histoire, une destination différente des autres. Parmi ces convois dits spéciaux, il y en a 2 qui ont eu un acheminement différent, le convoi 50 et le convoi numéro 51. Grâce à Serge Klarsfeld, je pourrais vous donner les listes des noms des déportés de ces convois, leurs noms, prénoms, âge, nationalité, vous raconter de quelle ville, de quelle région ils venaient. Derrière chaque chiffre, chaque numéro, il y a un être humain. Une histoire, une vie, une famille. Papa me disait souvent, écouter un témoin, c'est devenir témoin.
Alors je suis ce témoin. C'est pour cela que j'ai décidé de vous parler d'un de ces convois, le convoi numéro 51 du 6 mars 1943. Pourquoi? Parce que parmi les 1000 hommes de ce convoi, il y avait mon grand-père paternel, Édouard Spira. Je veux bien la photo numéro 1, David. Merci. Je vais vous parler de mon grand-père. C'était un fils, un mari, un père, tout comme tous ces hommes de ce convoi. Alors, vous raconter son histoire, c'est raconter l'histoire de ces hommes. Édouard Spira est né à Cracovie le 2 novembre 1897. Il émigre avec ses parents en 1919 à Anvers. Il poursuit des études de mécanicien en Allemagne pour finalement s'établir en France, à Paris. Le 19 juin 1927, il se marie à Paris avec Camille Abouche, née également à Cracovie. Édouard possédait une entreprise de caisse enregistreuse, bien sûr administrée très vite grâce au commissariat général aux questions juives. De cette union naissent Anne, le 7 avril 1928, Max, le 7 novembre 1933, et Robert, mon papa, le 1er mai 1938. Ils habitent jusqu'à la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942 au 37 rue Greneta, dans le 2e arrondissement à Paris. Toute la famille échappe par miracle à la rafle et décide, malgré les réticences d'Édouard, à passer en zone libre. Des réticences, me dites-vous? Eh oui, car Édouard, ayant étudié en Allemagne, il ne croyait pas aux rumeurs d'extermination des Juifs par les nazis. Comment ce peuple, si cultivé, que je connais bien, peut-il se comporter de la sorte, ne s'était-il de dire à sa femme. Toute la famille débarque à Bourges, petit village près de Châteauroux dans l'Indre. Les mois passent, les 2 grands-enfants vont à l'école, et le petit dernier, mon papa, est heureux. Il passe ses journées avec ses parents, et surtout avec son papa qui ne peut plus travailler. Mais retournons un peu dans la grande histoire. 11 novembre 1942, Hitler déclenche l'opération Attila en réponse au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. L'armée allemande franchit la ligne de démarcation qui sépare la France dite libre depuis 1940. À Vichy, le gouvernement du maréchal Pétain et de Pierre Laval est placé sous contrôle direct de l'occupant. Il perd la fiction de son indépendance. Toute la famille Spira se comporte comme de bons Français. Et bien sûr, se déclare au commissariat de la ville, ce qu'on peut voir dans la photo numéro 2. Le 13 février 1943, passerelle des Arts, dans le 6e arrondissement de Paris, 2 officiers allemands sont abattus par des résistants juifs. Jusqu'à cette période, la représaille des Allemands était l'exécution d'otages. Otages résistants, otages communistes, quelques otages juifs. Le public français n'est pas très content. Les Allemands doivent trouver une solution moins voyante. La déportation de juifs, et surtout de juifs étrangers, c'est tellement plus facile. Le 18 février 1943, l'ICHKA, dont la principale activité était de superviser la police française sous le régime d'occupation allemande, demande au préfet de police de lui livrer 2000 hommes juifs de 16 à 65 ans, que l'on peut voir sur la photo numéro 3, en état de travailler. La police nationale a d'abord décidé d'une rafle sur tout le territoire, mais les juifs étrangers étaient des cibles désignées. Mais en 1943, il n'y en avait pas assez en zone nord. C'est pourquoi la zone sud, qui est devenue une zone occupée, est devenue le terrain de chasse bien connu des SS, car beaucoup de juifs français et étrangers se sont cachés dans cette zone. Il faut donc choisir un camp en zone sud. Ah, le camp de Gurs est très vite désigné, car il a l'avantage de disposer de juifs étrangers déjà internés et susceptibles de compléter les convois, si jamais le nombre de juifs arrêtés pendant cette période se révélerait insuffisant. Le 24 février 1943, au matin, 2 gendarmes français se présentent au domicile de la famille Spira. Ils viennent arrêter Édouard Spira, juif polonais, en âge de travailler. Il a 46 ans. Il rentre très bien dans la norme demandée par les Allemands. Le jeudi 25 février, le voilà dans le camp de Nexon, dans la région de Limoges. Édouard Spira y restera jusqu'au samedi 27 février. Ce camp a été créé pour interner les étrangers indésirables. Il a fonctionné durant 5 ans, de 1940 à 1945. Il était composé de 17 baraques entourées de fils de fer barbelés et surveillées par 4 miradors. Ce camp pouvait accueillir jusqu'à 1600 prisonniers. Les conditions de vie étaient très difficiles.
Bon nombre d'internés souffraient d'un manque d'hygiène et de malnutrition. Samedi 27 février au matin, départ du camp de Nexon vers le camp de Gurs. 30 heures de voyage en passant par Lourdes, Pau. Gurs se situe dans la région de Toulouse. Édouard Spira sera le matricule numéro 749. Il y restera 3 jours. Je sais que David, tu as des photos de Gurs, mais ce n'est pas grave. Gurs en février 1943. Je vais vous... Voilà, merci. Gurs en février 1943. Témoignage. Toutes les baraques n'étaient que des constructions provisoires insalubres. Le camp était entouré de multiples rangées de fils de fer barberés éclairés la nuit. Le camp était gardé par des sentinelles armées de revolvers. Le terrain était marécageux qui se transformait pendant les pluies en bourbier où on s'enfonçait jusqu'aux genoux. Tous les prisonniers souffrirent de dysenterie. Le nombre de latrines était insuffisant. De longues files se formaient. Mais au bout d'un certain temps, les hommes ne pouvaient plus se retenir, faisant leurs besoins sur place, transformant ainsi le camp en une immense fosse. Notre nourriture était composée d'un genre de café noir, le matin à 7 heures, d'une soupe et quelquefois d'un plat de légumes à 11h30 et de topinambour à 17h30. La ration de pain était de 250 grammes, la ration de sucre, une cuillère à café. La quantité et la qualité de cette nourriture étaient juste suffisantes pour maintenir pour l'homme le souffle de vie, mais pas pour lui permettre de travailler. Dans la nuit du mardi 2 mars au mercredi 3 mars 1943, départ du camp de Gurs vers Drancy. Je ne sais pas combien de temps durera ce trajet, mais si je me reporte au convoi du 27 février 1943, alors je devine que le trajet a duré 3 jours et 2 nuits. En une semaine, Édouard Spira sera passé par les camps de Nexon, Gurs et Drancy. Vous pouvez imaginer dans quel état tous ces hommes sont arrivés. Finalement, qu'en est-il de 2000 hommes? 1829 juifs arrivant à Drancy de Gurs et de Nexon. Pas assez. Ce n'est pas grave. On en prend 73 de plus qui sont déjà à Drancy. Donc nous voilà avec 2002 déportés pour les convois du 4 et 6 mars 1943. Les convois 50 et 51 sont prêts. Édouard Spira se trouve sur la liste d'un départ le 6 mars 1943, direction Auschwitz. Convoi 51. Ce convoi est l'un des deux avec le convoi 50 du 4 mars, où les historiens se sont longtemps interrogés sur sa destination exacte. Ce qui est sûr, les 4 convois du mois de mars n'ont pas été dirigés vers la destination habituelle, Auschwitz. Pourquoi? Rudolf Höss, directeur du camp d'Auschwitz, envoie un télégramme à Adolf Eichmann à Berlin pour lui expliquer que les capacités d'assassinat dans ces installations de mise à mort étaient à ce moment-là dépassées, encombrées. Oui, vous avez bien entendu, encombrées. Trop de juifs à assassiner. Pas grave, répond Adolf Eichmann. Des camps, j'en ai d'autres. Et l'on peut retrouver le téléx du 4 mars sur la photo numéro 9, annonçant le départ du convoi 50. Le nom d'Auschwitz est rayé et remplacé par celui de Chlum, à l'est de Lublin et de Majdanek, et à proximité du camp d'extermination de Sobibor. Pour le départ du convoi numéro 51 du 6 mars 1943, le nom d'Auschwitz n'est pas rayé, mais il ne figure plus, il n'y reste plus que le nom de Chlum. 6 mars 1943, 8h55, départ de Drancy pour Édouard Spira. Il n'est pas seul, ils sont 1000, dont 3 enfants. 1000 hommes entassés dans des wagons à bestiaux pendant plusieurs jours et nuits. Car comme vous pouvez le voir sur la carte, une carte de Pologne, on peut, si ceux qui veulent le découvrir, Chlum est bien plus loin qu'Auschwitz. Et vous voyez, vous avez Auschwitz qui se retrouve en bas de la carte de Pologne et vous avez Sobibor qui se retrouve et Treblinka qui se retrouve à droite de la carte et Majdanek. Merci David. Témoignage de Mendel Fuchs, survivant du convoi numéro 51. Enfin, nous arrivons, après ces quelques jours et nuits passés dans ce wagon à bestiaux, petite aération striée de barbelés, un seau hygiénique pour tant de personnes, moitié debout, moitié couchées. Plus tard, nous devions apprendre à ne pas perdre la place encastrés les uns les autres, assis les jambes écartées pour faire place à un autre et ainsi de suite. Mais ce ne fut pas encore le cas, car nous tombions les uns sur les autres au gré des coups de frein ou d'accélération du train. Les nuits, les coups de sifflet lugubres du train nous rappelaient la réalité. Auparavant,
nous avions eu un arrêt dans la campagne pour aller aux toilettes, où à coups de schlag et d'injures, nous pouvions aller au WC qui se trouvait à 50 mètres sur le côté du train. Nous ne pouvions pas faire nos besoins, la peur au ventre, et ce n'était surtout pas l'excédent de manger qui a dû nous être alloué à chacun à l'entrée du wagon et qui nous aurait bouché le derrière. Les roues crissent, les freins peut-être, et les portes s'ouvrent, accueillis par tous ces déportés avec joie. Des hordes sauvages de SS avec nerfs de bœuf poussent à coups de pied le long de la rampe qui mène à l'entrée du camp. Mais où sont-ils arrivés? Dans la région de Lublin, deux camps bien connus, Sobibor et Majdanek. Quelle importance, me diriez-vous? Sauf quand cela vous touche directement. Le convoi 51 avait-il été dirigé d'abord à Majdanek, camp à la fois de concentration et d'extermination comme Auschwitz, ou à Sobibor, camp d'extermination où l'intégralité des convois était directement acheminée vers les chambres à gaz, excepté quelques poignées d'hommes sortis des colonnes pour être intégrés dans les commandos pour trier les affaires des arrivants, incinérer, inhumer les corps de leurs compagnons de voyage. Si on se rapporte à la revue du musée d'État d'Auschwitz, dès la fin de la guerre, les deux convois seraient arrivés de Drancy à Auschwitz les 6 et 8 mars 1943, et toutes les personnes auraient été gazées immédiatement sans que personne n'ait été sélectionné pour le travail. On y a tous cru. Sur le premier acte de disparition d'Édouard Spira, il est écrit mort en déportation, Auschwitz. Heureusement, les historiens tels que Serge Klarsfeld ont réussi à rectifier ces erreurs en retrouvant le telex du 4 mars. Mais la question demeure, Majdanek ou Sobibor? Les seuls à vraiment pouvoir y répondre sont les survivants de ce convoi. Contrairement à Auschwitz, il ne reste plus rien des archives de ces deux camps. Il y a eu 4 survivants du convoi numéro 50 et 5 du convoi numéro 51. D'après le témoignage de survivants, il est certain qu'une toute petite partie de ces deux convois a été dirigée de Sobibor sur Majdanek, d'où proviennent les seuls survivants des deux convois, et que les deux convois ont abouti à Sobibor, où la sélection pour la chambre à gaz a été impitoyable et d'où aucun survivant n'est revenu. Édouard Spira, tu as été à Sobibor. Édouard, tu as fini gazé. Pour Maurice Jablonski, rescapé du convoi 51, avant de parvenir au camp de Majdanek, ils étaient arrivés de Drancy dans un autre camp où les SS avaient opéré une sélection parmi les volontaires pour de durs travaux. Ils se souvenaient que la durée du trajet entre la gare où ils étaient parvenus en premier lieu et le camp de Majdanek avait été relativement bref. Il y a ces arguments pour comprendre que ces convois ont fini à Sobibor. On peut en rajouter un autre. La destination finale des deux convois suivants, des numéros 52 et 53, du 23 et du 25 mars 1943, c'était bien Sobibor. Édouard Spira, mon grand-père paternel, tu as fini assassiné, gazé à Sobibor, camp d'extermination. Aujourd'hui, je voulais t'apprendre que tu as eu en fait 4 enfants. Et oui, le dernier, un garçon, est né en décembre 1943. Ne t'inquiète pas, ils ont tous réussi à passer en Suisse. Malgré le petit caporal, comme l'appelait ton fils, mon père, tu as eu 3 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants, bientôt 7. Ton fils, papa, n'a jamais oublié ce 24 février 1943 où l'on t'a arrêté. Jusqu'au bout de sa vie, il a cessé de témoigner. Et aujourd'hui, moi, ta petite fille, en ce jour du jour international de la Shoah, je voulais te rendre honneur. Merci. Valérie, Oui. on t'écouterait très longtemps encore tellement tu as parlé avec émotion de ton grand-père, Édouard Spira, ton grand-père qui, après un périple de 3 camps en France, a fini sa vie à Sobibor dans les conditions que tu as si bien décrites. Et nous savons grâce à toi que de ce convoi numéro 51, il y a eu 5 survivants. C'est un témoignage tellement émouvant que tu nous as donné. Je voulais te le dire, et ce que je dis, je le dis du fond de mon cœur. Tu penses à son peine. Tu
pense à son père. On a connu son père. Oui, Betty me souffle Oui. que nous avons bien connu ton papa. Et que c'était extraordinaire. Oui. Merci beaucoup. Oui. Tu as eu raison de me dire cela. Pierrot, oui, oui. Je voudrais rajouter une phrase, s'il te plaît, c'est possible? Bien sûr. J'ai vu dans le chat que quelqu'un parlait du convoi 78. C'est vrai, d'après le livre de Klarsfeld, il y a eu 77 convois uniquement de juifs, mais il y avait encore 8 convois qui étaient des convois de résistants non juifs, mais dans lesquels beaucoup de juifs ont été mis également. Donc c'est vrai, on parle de 77 convois uniquement de déportés juifs et de 8 convois où il y a également, notamment de Lyon, des gens qui avaient été pris à Montluc et des résistants non juifs. La majorité des autres trains sont non juifs, mais dans lesquels ont été également poussés des juifs arrêtés dans la même occasion, notamment dans le sud de la France, dans la région de Lyon. Donc, quelqu'un écrit dans le chat, effectivement, donc je voudrais préciser qu'il y a 77 convois uniquement de juifs et 8 convois où il y a des résistants français, où il y a également, sont déportés des centaines de juifs. Voilà pour la précision et je m'excuse d'avoir parlé uniquement des 77 convois au début. Il y avait 650 juifs dans ce convoi. Ouais, il y avait 650 juifs dans ce convoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'était pas quelques juifs, c'était 650. Non, il y a le convoi était fait pour des résistants et tout d'un coup, par exemple, Maxi Librati est parti de Lyon, également ou d'autres gens ont été arrêtés, mais les résestations, c'était une grande rafle contre des résistants, mais beaucoup de juifs ont été arrêtés dans la même occasion, c'est vrai. Et beaucoup de juifs étaient résistants. Bien sûr. Oui, en plus, oui. Merci beaucoup pour ces précisions absolument indispensables. Et je voudrais maintenant donner la parole à David Sherman, notre ami David, cinéaste de grand talent que beaucoup d'entre vous connaissent et qui évoquera l'épopée de sa grand-mère, âgée à l'heure actuelle de 100 ans, rescapée d'Auschwitz. Merci David de nous parler de ta grand-mère. Bonsoir, merci Pierrot, merci de me donner la parole. Il y a 2 mois, j'étais en France pour fêter donc les 100 ans effectivement de ma grand-mère qui rentre donc dans sa 101e année. Et je pense que c'est aussi une façon originale pour cette soirée. Elle était dans le convoi 55, je crois, et c'est une façon assez originale d'évoquer cette triste période avec, je dirais, une petite note optimiste en parlant de quelqu'un qui a eu la chance de revenir, ce qui n'a pas été le cas malheureusement de beaucoup. Et alors on va peut-être commencer par un partage d'écran. Non. Voilà, est-ce que vous voyez l'image? Voilà. Donc, il s'agit de ma grand-mère, Esther Weisbrot, mais qui est née Ravinsky. Vous pouvez voir la couverture d'un petit livre, un fascicule qui a été écrit par ma mère sur elle, où elle raconte un petit peu son parcours. Je me suis beaucoup inspiré des informations qu'elle donne dans ce livre pour le petit exposé que je vais faire maintenant. Il n'y aura pas que des informations de ce livre, il y a d'autres informations qui m'ont été données directement par ma grand-mère, qui sont des informations soit complémentaires par rapport au livre, soit parfois des versions qui sont un petit peu différentes en fonction, je dirais, de la mémoire qu'elle a pu avoir entre le moment où elle l'a raconté. Donc, ma grand-mère est née il y a 100 ans, elle est née le 24 novembre 1921, mais elle n'est pas née en France, elle est née en Pologne, à Varsovie, mais elle est arrivée en France à l'âge de 10 mois. Donc, en fait, elle a grandi en France, même s'il est arrivé avec la nationalité polonaise. Alors, voici ses parents.
Alors, c'est déjà un mélange un petit peu spécial du côté de ma grand-mère, puisque sa mère, Malka, que vous voyez ici, vient, je dirais, de l'aristocratie religieuse polonaise. Son grand-père était le Rav Yelen, qui était grand Rav de Varsovie. Et bon, elle a vécu toujours dans un monde extrêmement religieux. Et elle a épousé un homme qui vient d'un autre univers, qui s'appelait Siek Ravinsky, qui lui était musicien, et c'était une famille de musiciens de père en fils. Donc c'est vraiment deux mondes très différents. Pourquoi est-ce qu'ils se sont mariés? À vrai dire, je n'en sais rien. Est-ce que c'était un mariage d'amour ou est-ce que c'était un mariage arrangé, comme le faisaient les familles souvent à cette époque? En tout cas, ils vont quitter la Pologne dès la fin de 1921 et venir s'installer donc en France début 1922 et pour démarrer une nouvelle carrière, et une carrière qui n'a absolument rien à voir. Ils ont tous les deux appris un métier qu'ils n'aimaient pas, qui était celui de la couture, qui n'est pas très original, vous allez me dire, dans les schmattesses. Et ils se sont spécialisés en fait dans la couture sur le cuir. Voilà, c'était leur spécialité. Et ils se sont installés dans un petit appartement. Pardon? Oui. Ils se sont installés dans un petit appartement rue de Turenne, qui était à la fois leur appartement et leur atelier. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu et élevé leurs deux enfants. Ils ont eu deux enfants. D'abord un fils, Simon, que voici, dont je porte aussi le prénom, puisque mon nom complet c'est David Simon, en hommage à ce Simon, que voici, et sa sœur, Esther, surnommée Stella, que vous voyez, qui est donc ma grand-mère. Alors elle est née en Pologne, mais elle a grandi à Paris. Elle grandit comme une Française. Elle parle français avec l'accent parisien, je dirais. Elle est bonne à l'école et elle va faire une école de couture, mais de haute couture, histoire de changer un petit peu. Et elle se spécialise dans la mode. Mais elle n'aura pas tellement le temps d'appliquer ses talents, puisque très vite, au moment où elle a son diplôme, la guerre éclate. Et donc, il y a les lois anti-juives, bien vite, que vous connaissez. Et un matin du 20 août 1941, eh bien, son père se fait arrêter au métro Charonne et il se fait envoyer à Drancy. Et le 22 juin 1942, il est déporté. On a retrouvé, vous voyez, un papier qui le prouve. Il est déporté à Auschwitz, où il mourra le 20 juillet 1942. Alors, ce qui se passe, c'est que la famille se retrouve seule. C'est Simon, le grand frère, qui devient un petit peu le chef de famille à ce moment-là. Et il décide de quitter Paris et chercher refuge en zone libre. Donc, il va s'installer à Pau. Il trouve là-bas deux métiers. Dans la journée, il travaille dans une ferme. Et le soir, il travaille dans un atelier de couture. Et il essaie de faire venir sa mère et sa sœur. C'est ce qu'elles vont faire. Elles vont le rejoindre. Et le 1er novembre 1942, elle quitte Paris. Et après tout un périple, bon, je vous passe les détails, mais vous pouvez l'imaginer, elles arrivent à Pau. Là, elles vont travailler toutes les deux. Elles vont travailler à la ferme. Et ma grand-mère va aussi travailler comme vendeuse de vêtements. Elle est bonne dans ce métier-là, ça lui plaît. Elle aime tout ce qui est vêtements, tout ce qui est couture. Elle est très bonne. Finalement, la patronne du magasin est très contente d'elle et elle lui laisse le magasin. Parfois, elle s'en va et elle lui confie le magasin. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que en parlant avec ma grand-mère, moi, j'imaginais les Juifs cachés, enfermés, un petit peu comme Anne Frank, coincés dans son grenier. Et elle me dit que pas du tout. Il y avait une vie, en fait, et que notamment une vie sociale pour les Juifs. Et notamment, souvent les week-ends, les Juifs cachés se connaissaient entre eux et organisaient toutes sortes de rencontres, des fois les week-ends ou des sorties en commun pour que des jeunes Juifs se rencontrent. Alors, elle me dit qu'à cette époque-là, évidemment, elle se faisait draguer par beaucoup de garçons. Et il y a notamment un garçon qui a fui Paris, qui s'appelle Raymond, qui est un ancien catcheur, en fait, un jeune catcheur qui s'est entendu du catch, qui a fui Paris à la veille de la rafle du Veldiv. Et ses parents et ses 4 frères et sœurs se sont fait arrêter.
Et lui, il n'a plus de nouvelles d'eux, il s'est caché à Lyon, il a rejoint la résistance là-bas, mais le week-end, il vient voir tous ces juifs qui se regroupent comme ça dans la région, et il va sympathiser avec Simon, le frère de ma grand-mère. Et donc, on va voir tout ça. Et donc, ils arrivent, voilà, on les voit tous les deux à Pau, vous voyez, Esther et Simon à Pau en 1942, et il va commencer un petit peu à aider la famille et à essayer d'avoir des liens avec eux. Alors, ce qui se passe, c'est que là où il va les aider, c'est que très vite, la famille est obligée de quitter Pau parce que les Allemands s'approchent et ils décident d'aller se cacher à Lyon. Et donc, Raymond va essayer de les aider à se cacher, et ma grand-mère, Esther, va trouver un travail dans sa spécialité, à savoir la haute couture, en fait, comme conceptrice de mode. Mais elle ne va pas tellement avoir le temps d'appliquer ses talents parce que sa mère, mon arrière-grand-mère, lui demande de faire une mitzvah. Ils ont un cousin qui est caché à Nice, qui n'a rien à manger. Et eux, comme ils ont travaillé à la ferme, ils ont pas mal de contacts avec des fermiers, donc ils ont à manger. Et donc, elle prépare une valise de nourriture. Elle lui dit, tu sais quoi, tu prends la valise et tu prends le train de Lyon à Marseille. De Marseille, tu rejoins Nice et tu lui amènes la valise de nourriture et tu fais l'aller-retour dans la journée. OK. C'est ce qu'elle fait. Et évidemment, manque de bol. Dans le train, il y a un contrôle par la Gestapo. On voit ma grand-mère avec une valise, pas pire. L'un de ses papiers, évidemment, il y a marqué juif. Elle se fait arrêter. Donc, elle est amenée par la Gestapo qui la garde avec elle, en fait, jusqu'à la destination, c'est-à-dire Marseille. Et à Marseille, elle est confiée à la police française qui l'amène à la prison des Baumettes. À chaque fois que j'entends ça, c'est quelque chose qui me sidère parce que moi, quand on me parle de la prison des Baumettes, j'imagine la mafia. Et là, je vois ma grand-mère sortie de son école de haute couture et sa valise de nourriture, un peu comme le petit chaperon rouge, qui se retrouve à la prison des Baumettes. Et en fait, elle se retrouve avec d'autres juifs qui, comme elle, se sont fait arrêter dans le train. Et de là, elle y passe à peu près 2 semaines et elle ne sait pas trop ce qui se passe. Et au bout de 2 semaines, avec d'autres personnes, on l'envoie en quart de police, loin d'ici, à Drancy. Donc ça fait assez loin, de Marseille à Drancy. Et elle arrive là-bas le 5 mai 1943. Là-bas, elle va avoir un petit peu de chance. Elle va plus ou moins sympathiser avec un gendarme qui va essayer de la draguer et qui va avoir la gentillesse de lui amener du papier, un crayon, pour qu'elle puisse écrire à sa famille et leur dire ce qui se passe, parce qu'ils ne savent même pas qu'elle a été arrêtée. Et elle lui dit, mais comment je vais écrire? Il faut un timbre même. Je pas, OK, pas de problème, je te l'offre. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé une lettre à la famille de ma grand-mère pour leur dire qu'elle était en prison à Drancy, sans en dire plus, parce qu'à l'époque, on n'en savait pas plus. Maintenant, c'est complètement dingue, parce que lui donner une lettre avec l'adresse de sa famille, ils auraient tous pu se faire arrêter, effectivement, à ce moment-là. Et bon, disons que le gendarme a envoyé la lettre, et puis il a fait disparaître l'adresse. Voilà. Le 23 juin, donc c'était le 5 mai, donc j'ai dit, elle est arrivée là-bas le 5 mai 1943, et le 23 juin 1943, elle fait partie du convoi 55 qui est envoyé à Auschwitz. Alors, pour ce que je sais, je ne sais pas grand-chose de ce convoi, mais dans le livre notamment qu'a écrit ma mère, elle parle d'une halte qui a fait le train à Cracovie, qui a marqué ma grand-mère, parce que là, on a ouvert les portes des wagons en bestiaux pour laisser les gens sortir, et elle assistait à toutes sortes de scènes, des exécutions publiques, évidemment des gens qui se jetaient sous le train et se battaient pour avoir des épluchures, mais surtout des choses, par exemple des gens qui essayaient de fuir en passant entre les lignes de trains qui se faisaient écraser par d'autres trains qui passaient. Enfin, c'est des choses assez terribles. Et ce qui s'est passé dans le train, c'est qu'elle va sympathiser en fait avec une autre jeune fille qui est arrêtée comme elle, une jeune fille qui est d'origine allemande
Sa famille a fui l'Allemagne à la veille de la guerre. C'est une famille très distinguée. Et donc, elles vont s'attacher. Toutes les deux, elles vont rester ensemble jusqu'à ce qu'elles arrivent à Auschwitz. Et bon, là-bas, il se passe ce qui se passe. Il y a les fameuses sélections. Et malheureusement, toutes les deux se trouvent dans la Mostville. Et elles sont déjà déshabillées. Elles doivent passer aux douches. Et à ce moment-là, il y a le commandant du camp qui arrive avec une liste à la main et qui parle en allemand et qui crie « Celle dont je dis le nom, un pas en avant ». Il se trouve que c'était l'ami de ma grand-mère. Alors, il lui dit en allemand « Ton nom de famille, tu as un rapport avec le directeur de l'Orchestre Philharmonique de Berlin ?» Alors, elle lui répond « C'est mon père. » « Ok, tu prends tes affaires et tu vas dans l'autre file. » Et à ce moment-là, il y a eu un miracle, un deuxième miracle. Et Dieu lui a mis les mots dans la bouche et elle dit « Et ma copine ?» Et à ce moment-là, le commandant regarde ma grand-mère, il lui dit « Ok, tu prends tes affaires, tu vas dans l'autre file toi aussi, et là, je suis maintenant en train de vous parler maintenant. » Voilà, messieurs, c'est toujours émouvant pour moi de raconter cette histoire-là, parce qu'on voit comme quoi la vie ne tient qu'à un mot, mais vraiment à un mot. Et elle n'aurait pas ouvert la bouche, elle n'aurait pas parlé que je ne serais pas en train de vous parler maintenant. Et le pire, c'est que cette jeune fille, à qui ma grand-mère doit la vie, 15 jours plus tard, elle aura le typhus et elle y passera. Voilà. Et bon, toujours est-il que ma grand-mère survit. On va donc, on peut arrêter la photo. Voilà. On va donc lui mettre, on va lui graver son numéro, hein, qui est le numéro 40 700. Et on l'envoie, on va remettre la photo du livre plutôt. On va revenir. Voilà. C'est le 47 700 et on va l'envoyer en premier lieu dans une section qui est assez connue, tristement célèbre, qui s'appelle le Canada. Hein, il y a à Jérusalem, Beth Canada, qui a été, je crois, fondée par des gens qui revenaient de là-bas, où on les charge du tri des affaires, tri des valises, tri des bijoux, tri des dents en or. Et là, ma grand-mère va décider de faire quelque chose. Bon, c'est quelqu'un qui est très têtu. Hein, on plaisante, j'allais dire têtu comme une juive polonaise. Et quand elle voit un bijou, elle a un principe, elle le cache, elle attend la fin de la journée ou le moment où elle peut, elle fonce aux toilettes et elle le jette dans les toilettes et elle dit encore un mot que les Allemands n'auront pas. Voilà. Et quand on en parlait après la guerre, elle dit mais quand j'y repensais après la guerre, c'était complètement inconscient. Et elle m'aurait attrapé que c'était terminé. Mais bon, elle n'a pas réfléchi et elle l'a fait. C'est à ce moment-là que elle rencontre quelqu'un dans ce Canada qui fait le tri. On n'a pas le droit de parler, mais des fois on chuchote. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui demande son nom. Alors elle dit Ravinsky. Il dit ok, tu es la fille de Siek Ravinsky? Oui. Ben, j'ai connu ton père. Voilà, il était avec moi. Et il lui raconte comment il est mort et comment en fait il est mort. J'ai donné sa date exactement 1 an avant l'arrestation de ma grand-mère. Voilà. Comme vous le savez, comme vous l'avez raconté tout à l'heure, les fours ont commencé à être un petit peu surchargés. Et donc, il y a eu des problèmes de gestion à Auschwitz et il a fallu commencer à délayer un petit peu les gens dans d'autres camps. Donc, un des camps où on envoie les plus anciens, normalement, c'est Bergen-Belsen. Donc, ma grand-mère est envoyée là-bas. Et je résumerai Bergen-Belsen en une phrase qu'elle me disait quand elle me parlait de là-bas. Elle me dit toujours, là, je pensais que je m'en sortirais jamais. Et quand je lui demandais pourquoi, elle me disait parce qu'Auschwitz, c'était grand, il y avait toujours quelque chose à faire, il y avait toujours un travail. Si on se débrouillait bien et qu'on arrivait à montrer qu'on était en bonne santé, on pouvait éventuellement travailler. Mais là, c'était trop petit. Il n'y avait rien à faire, tout le monde y passait. Il fallait absolument que je sorte de là. Et elle apprend rapidement, au bout de quelques semaines,
qu'il y a un convoi qui se forme pour une usine qui s'appelle Ragoun. Et donc, elle se propose pour aller là-bas, et donc il y a une espèce de sélection, et on la refuse. Je vous ai dit, elle est très têtue, et donc elle décide de repasser la sélection, ce qui est extrêmement dangereux, parce que si on la reconnaît, on peut directement l'exécuter. Elle le fait quand même, et elle dit, elle parle en allemand, comme elle parle yiddish, et qu'elle a fait 1 an qu'elle est à Auschwitz, donc elle leur parle en 1 an, et elle dit, mais je sais coudre le cuir, j'ai pas peur des machines, je peux me débrouiller dans l'usine, il n'y a pas de problème. On la refuse encore une fois, mais il y a un officier allemand qui a entendu la discussion, il l'attrape, il la met de côté, et il lui dit, ok, tu rejoins le camion. Et finalement, c'est comme ça qu'elle arrive à Ragoun. Elle arrive à Ragoun en février 45. On est déjà donc à la fin de la guerre, et là-bas, on les forme. Et elle voit que les gens qui sont là-bas, ce n'est pas forcément des déportés. Il y a des déportés, mais aussi il y a des prisonniers de guerre. Et notamment, parmi eux, il y a des Français. Et ceux qui vont les former aux machines, ce sont des Français. Donc, ils parlent, ils chuchotent, et le gars leur dit, lui, eux, ils ne connaissent pas les nouvelles, mais les prisonniers, eux, connaissent les nouvelles. Il leur dit, patientez, faites tout pour survivre et ne pas vous faire tuer. Il n'y en a plus pour longtemps. Et effectivement, il n'y en a plus pour longtemps. Les Russes arrivent bientôt et on évacue le camp de Ragoun à Theresienstadt. Et donc, elle arrive là-bas en avril 45. Donc, c'est vraiment à la fin de la guerre et à la fin de Theresienstadt qui va finalement être libérée par les Russes. Mais ça ne se passe pas aussi bien. Le 2 mai, la Croix-Rouge arrive devant Theresienstadt, mais n'est pas autorisée à rentrer par les Allemands. 2 jours plus tard, les Russes arrivent là-bas. Ils ne permettent pas non plus à la Croix-Rouge de rentrer. Et jusqu'à maintenant, ma grand-mère en veut à l'armée rouge. Et elle leur dit, je ne leur pardonnerai jamais. On était là en train de crever. Il y avait la Croix-Rouge dehors, ils ne les ont pas laissés rentrer. Alors, dans les récits officiels que j'ai vus sur Theresienstadt, on explique qu'il y avait en fait une épidémie de typhoïde, et que donc l'armée rouge et qu'il y a eu à peu près 1 millier de morts, plus 46 ou 48 médecins, dont des médecins de l'armée rouge. Et donc l'armée rouge a décidé de mettre en quarantaine le camp pendant 2 semaines. C'est la raison officielle qui est donnée, donc pour laquelle le camp est resté fermé. Après ces 2 semaines, ils ouvrent la quarantaine et se débarrassent du camp en envoyant un petit peu les prisonniers aux pays respectifs où ils étaient. Et ma grand-mère, en fait, est confiée aux Américains. Et par contre, quand elle en parle vraiment comme les sauveurs. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle est mise dans une espèce d'un camp où elle va pouvoir se refaire une santé avant de revenir à Paris. 6 mois plus tard, on va voir des photos. Et quand elle revient, donc là c'est déjà en 48, avec sa mère Malka, qui est restée vivante, et elle va retrouver Raymond, le catcheur dont je vous ai parlé, Raymond Weisbrot, qui deviendra son mari, et mon grand-père. Alors je vous passe l'histoire de Raymond, ça c'est tout un programme, j'ai essayé de monter un film de cinéma sur son histoire. Lui n'a pas été déporté, lui a été résistant. Quand elle s'est fait arrêter, il est devenu fou. Il fallait qu'il tue du Boche. Et donc, la résistance, ça ne le convenait pas. Il a rejoint le maquis. Ensuite, la première armée française. Ensuite, il s'est battu à Colmar, que Pierrot connaît bien. Mais ce n'était pas suffisant pour lui. On ne se battait pas assez là-bas. Donc, il a rejoint l'armée de l'air. Il a été bombardier et jusqu'à la fin de la guerre. Quoi. Et ils se sont mariés. Et là, il y a quelque chose qui est assez intéressant que je voudrais dire. Ils ont eu un seul enfant, ma mère, Francine. Et là, c'est assez intéressant. Il y a eu différentes réactions de juifs qui sont mariés après la guerre. Il y en a qui ont fait beaucoup d'enfants parce qu'ils ont dit on va recréer un peuple juif. Il y en a qui n'ont pas fait d'enfants du tout parce qu'ils étaient traumatisés. Et il y en a d'autres, comme mes grands-parents, qui ont dit si on fait un enfant, on n'en fera qu'un seul. Pourquoi ? Parce que si jamais ça recommence et qu'il faut suivre et qu'on ne pourra pas les sauver tous, et si on ne veut pas être obligé de faire un tri ou un choix, et si on doit en choisir qu'un, alors vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un seul, comme ça on est sûr de pouvoir le sauver. Et donc, c'était ma mère, Francine, qui a fait ce livre. Et donc, mes grands-parents,
eh ben, on travaillait aussi dans la couture. Hein, voilà, avec ma mère, Francine, petite, mon grand-père Raymond, mon arrière-grand-mère Malka. Ils ont eu ensuite un magasin de vêtements de luxe. Ma grand-mère concevait les vêtements et mon grand-père était en bas et il les cousait. C'est un métier qu'il détestait, mais qu'il a fait toute sa vie et jusqu'à la fin. Et la fin, il est mort il y a une vingtaine d'années. Et comme on aime dire, les Allemands l'ont pas tué, les nazis l'ont pas tué, mais la cigarette l'a tué parce qu'il est revenu de la guerre avec ses traumatismes et ça s'est exprimé par 3 paquets de gitane par jour jusqu'à un premier infarctus en 1976. Bon, là, il a arrêté de fumer, mais c'était trop tard. Il n'avait plus de poumons. Et il y a une vingtaine d'années, évidemment, il en est parti et a laissé ma grand-mère toute seule presque, puisque c'est ma mère qui a pris le relais pour s'occuper de ma grand-mère. Et on a fêté ses 100 ans il y a 2 mois, hein, voilà, à Paris. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, on y allait avec, j'ai 3 enfants, on est allé avec mes 2 filles aînées, hein, qui sont à l'armée. Et pour elle, c'était important. Elle a envoyé une photo que ma fille cadette tenait à faire. Ma fille cadette est officier dans l'armée. Et elle tenait vraiment à mettre cette photo. Elle s'est fait graver une bague où il y a marqué « Ubacharta Bachaim », qui est un passage de la Torah, où il y a marqué « Tu choisiras la vie ». Et elle vit avec cette bague et elle tenait à ce qu'on la prenne en photo à côté du numéro de ma grand-mère. Mon autre fille, ma fille aînée Naomi, a l'habitude de s'écrire au feutre le numéro de ma grand-mère sur son bras et elle le fait régulièrement. Comme ça, c'est un réflexe qu'elle a. Alors bon, ma mère ne voulait pas que je monte des photos de ma grand-mère lors des 100 ans parce qu'elle n'était pas assez bien maquillée et pas assez bien coiffée. Moi, bon, en tant que cinéaste, je vois les choses différemment. Moi, je pense que c'est un geste important. Mais pour ma mère, c'était important qu'elle paraisse bien. Ma femme, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, Nathalie, me dit « T'es un mec, tu comprends pas ça. Une femme, c'est important d'être bien. Je vais quand même vous montrer une photo quand même que moi, j'aime bien parce que je la trouve très, très évocatrice. C'est celle-là. J'aime beaucoup cette image de ma grand-mère. Voilà, à 100 ans. Et moi, je la trouve quand même toujours aussi belle et aussi craquante. Et à 100 ans, voilà, en train de souffler ses 100 bougies en attendant de faire les 120e. Voilà. Et pour finir, parce qu'il faut bien finir, je voudrais dire deux petits points. Le premier, c'est que quand je suis rentré à la loge Robert Gamzon, j'ai assisté à une conférence qui avait été organisée par Robert Gamzon, assez passionnante, par un médecin gériatre qui nous parlait d'une expérience auquel il avait participé pendant 10-15 ans à Jérusalem, où on a fait cette expérience. C'est en fait une étude statistique où on relevait toute une série d'informations sur toutes les personnes qui décédaient à Jérusalem pendant 15 ans. Leur âge, leur sexe, la raison de leur mort, leur niveau socio-économique, le niveau d'éducation qu'ils ont eu, leurs origines, etc., pour faire des espèces de statistiques. À quel âge on meurt, pour quelles raisons, est-ce qu'on se nourrit bien, est-ce qu'on se nourrit pas bien, etc., etc. Et à chaque fois que j'entendais parler, je me dis, mais ça n'a rien à voir avec ma grand-mère. Et à la fin de sa conférence, il dit, maintenant, je vous dis une chose, c'est que tout ce que je vous ai dit du début jusqu'à la fin, eh bien, pour les réfugiés de la Shoah, les rescapés de la Shoah, ça ne marche pas. Ça ne compte pas. C'est une race à part. C'est une race de survivants qui ont survécu à des conditions complètement dingues, de froid, de faim, qui sont revenus avec des os complètement abîmés. Ça ne compte pas. Et ça m'a donné le sourire parce que c'est vraiment le cas de ma grand-mère, qui n'est ni une sportive, qui a passé sa vie à faire de la gymnastique jusqu'à maintenant, pas du tout. On nous dit qu'il faut avoir une activité intellectuelle poussée. Bon, ma grand-mère, elle aime lire comme tout le monde, elle aime réfléchir comme tout le monde, mais elle a passé sa vie au magasin ou à faire de la couture, et c'est pas une scientifique ou quelqu'un comme Beno Gross ou Manitou qui vont enseigner la Gemara jusqu'à leur dernière minute. Elle a une vie normale, je dirais, comme tout le monde, mais malgré ça, eh bien, elle se porte très bien. Alors, elle a quand même une arme secrète, je l'avoue. L'arme secrète, en fait, c'est ma mère. C'est ma mère qui, depuis à peu près une vingtaine d'années, s'occupe d'elle
sans relâche. Alors là, c'est assez intéressant. Elle s'occupe d'elle tout le temps. Et j'allais dire, ma grand-mère tient le coup, mais à quel prix? Voilà. Parce que ma mère a pratiquement, je dirais, ces 20 dernières années, elle les a sacrifiées pour ma grand-mère. Et là, c'est un autre sujet, un autre débat. Il y aura peut-être une série de conférences ou un colloque, je pense, à faire là-dessus. J'en parle à Jacqueline. L'attitude à avoir par rapport à ces personnes âgées rescapées. Je vois que ma mère elle a sacrifié finalement ces 20 dernières années pour sa mère. Alors là, c'est un débat d'ordre philosophique, d'ordre moral, d'ordre médical, d'ordre psychologique, peut-être d'ordre religieux, et d'ordre personnel aussi. Je crois que chacun a son choix et chacun a sa décision là-dessus, mais le fait est que ma grand-mère tient le coup. Voilà, difficilement, mais elle tient le coup. Voilà. Et la dernière chose avec laquelle je voudrais conclure quand même, parce que je parle depuis longtemps, c'est que c'était les derniers mots de ma grand-mère quand on s'est embrassés avant de repartir en Israël. Ma grand-mère m'a dit « Mon chéri, s'il te plaît, tu es gentil, tu me détaches la mezouza qui est à ma porte. Et tu la mets à l'intérieur de la maison. » Et puis je l'ai fait. Et après, ma mère me dit « Écoute, David, tu fais la même chose chez moi aussi. » Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci David de nous avoir parlé de l'Odyssée de ta grand-mère. C'est peu banal travailler dans la mode et à la ferme. C'est peu banal d'être emprisonné au Baumettes. C'est peu banal également d'avoir survécu dans les conditions dans lesquelles elle a survécu et que tu as si bien décrites. Et enfin, ce qui est peu banal, c'est ce que tu as dit tout à l'heure en conclusion, qu'elle avait une arme secrète, c'est-à-dire sa fille, ta mère, hein, qui s'occupe d'elle depuis une vingtaine d'années. Alors, espérons, pour elle au pluriel, que ta maman pourra s'occuper encore longtemps de ta grand-mère. Voilà quel est notre vœu le plus cher. Et évidemment, en conclusion de cette soirée, il faudrait rester silencieux, chacune dans ses pensées. Et néanmoins, merci à vous, Éric Danon. En quelques mots, vous nous avez montré tout ce que vous ressentez, tout ce qui fait que vous êtes un, entre guillemets, grand homme, fermez les guillemets. Merci à vous. Merci à toi, Jacqueline, à toi, Valérie, à toi, Shlomo, à toi, David. Grâce à vous, nous comprenons mieux ce qu'ils ont enduré, mais aussi en quoi consistait la résilience. Alors, bonne soirée à toutes et tous. Faites de réflexion sur les bons côtés de la nature humaine. Voilà ce que je voulais dire en conclusion de cette soirée qui a été si riche. Pierrot, est-ce que tu permets que je dise 3 mots? Je permets que tu dises 5 mots. D'abord, j'ai vu que Suzanne Jama s'était branchée ou connectée, vraisemblablement un petit peu tard. Donc, Suzanne, si tu me vois, si tu nous vois, sache que j'ai parlé de nos 3 papas qui sont partis par le même convoi, le convoi numéro 1, et que j'ai parlé de toi et que j'ai dit que nous étions des grandes amies, Suzanne Jama, Céline et René Lebraja, Jacqueline Rodibo et bien entendu Valérie. Maintenant, merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler
la phrase que j'ai dite, ne jamais oublier, ne jamais pardonner, continuellement transmettre de génération en génération. Et merci à Valérie, et merci à Shlomo, et merci à vous tous, et merci Monsieur l'ambassadeur. Bonne soirée.